Salut toi, j'espère que tu vas bien. Et j'ai interviewé Elisabeth Nemandi. J'espère que tu vas aimer. Alors, on va parler d'univers sorcier, on va parler de l'école de sorcières que Lisbeth a créée, de comment elle s'organise, comment elle fonctionne. On va aussi beaucoup parler de perspectives sur la spiritualité, comment ça peut résonner avec soi. Bref, j'espère que ça te plaira. Je te laisse regarder. Coucou Lisbeth. Coucou! Donc, juste pour recadrer un petit peu le cadre de ces vidéos, en fait, moi, j'ai pris la décision d'interviewer quelques autres personnes que moi, des personnes qui travaillent avec le tarot ou avec la spiritualité, hein, plus généralement, parce qu'en fait, je trouvais ça important de donner une vision assez plurielle de la pratique du tarot ou des métiers autour de la spiritualité d'ailleurs, et aussi de tout ce qui était travail personnel et développement de soi et découverte du soi en lien avec la spiritualité et les différents outils spirituels. Donc, je trouvais ça super intéressant de t'interviewer. Pour ceux qui ne la connaissent pas, voici Lisbeth Nemandi. Et en fait, ça partait, mon envie de t'interviewer toi spécifiquement, c'est que j'ai vraiment une passion pour le fait d'en savoir toujours plus sur moi et aussi sur le fonctionnement des autres. Hein. Là, il y a vraiment un effet miroir. J'ai un intérêt pour le fait de libérer des blessures anciennes, pour savoir aussi comment est-ce qu'on peut se diriger dans la vie tout en respectant nos propres rythmes. Donc, moi, mon outil privilégié, ça va être vraiment le tarot. Et toi, tu vas être sur des outils souvent plus sorciers. Alors, tu utilises le tarot, mais en général, tu as quand même une palette d'outils plus large. Moi, je me suis vraiment hyper spécialisée. Toi, on va dire que ta spécialisation, l'impression que j'en ai au moins, c'est plus la sorcellerie en général. Et donc, voilà. Donc, je vais te laisser présenter parce que tu vas faire ça mieux que moi. Vas-y, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la live? Oh là là, je suis une incroyable bavarde, donc il va falloir sans doute que tu me retiennes un peu. D'accord. Alors, je m'appelle Lisbeth Lelmandi, je pratique la sorcellerie depuis 7-8 ans maintenant et je suis auteure dans ce domaine-là. J'ai écrit ce qu'on appelle les agendas de pratique, qui vont peut-être d'ailleurs changer de nom à partir de l'année prochaine. Ah ouais. Ce sera le même concept, etc. Mais voilà, on grandit aussi justement dans ce concept-là. Donc j'ai créé les agendas de pratique, j'ai fait 2019, 2020, 2021 pour le moment. Je suis en train d'écrire le 2022. J'ai une chaîne YouTube et un compte Instagram où je vulgarise gratuitement du contenu sur la sorcellerie, sur aussi le développement personnel. C'est pas la même chose, mais pour moi, c'est assez complémentaire dans ma façon de pratiquer. J'ai aussi un club de lecture en ligne sorcier. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui avaient envie de lire les livres, mais qu'à notre époque où tout va très vite, où on a souvent envie de passer euh, à quelque chose d'autre directement, et bien en fait d'avoir un cadre avec le club de lecture où on lit environ un chapitre par semaine, c'est beaucoup plus facile pour les gens de se tenir à la lecture, puis ils peuvent échanger avec les autres membres. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup à travailler comme ça. Et ensuite, j'ai créé une école de sorcellerie en ligne qui s'appelle Trisclan, dans laquelle je propose 3 maisons qui sont réparties par thématique avec des beaux blasons. Toutes les illustrations sont faites par H. Collord dans l'école. Et en gros, dans cette école, on va apprendre à créer des fondations pour les débutants, pour créer leur spiritualité sorcière, en fait, de créer un trousseau de clés pour qu'ils puissent, dans la vie, de façon générale, jamais se sentir bloqués, qu'ils puissent ouvrir une porte, voilà, même créer la porte s'il y a besoin parfois dans Ok, certaines donc situations. toi, tu apprends, là, ton but, c'est un peu d'apprendre aux personnes à utiliser des outils en sorcellerie pour quelque part soit améliorer leur vie, en fait, en général. Ok, d'accord, Tout à ouais. fait. En gros, l'école, ce que je propose, c'est certes du contenu aussi qui est complètement, on va dire, pratique ésotérique, spirituelle de façon large et générale avec des connaissances. Il y a une partie connaissance et une partie pratique. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'assembler les deux pour que quand ils utilisent un terme, ils sachent de quoi ils parlent et en Mhm. même temps que eux puissent s'approprier l'histoire aussi un petit peu de la sorcellerie, les différents courants pour eh bien, développer une spiritualité qui leur ressemble et dans laquelle ils puissent justement s'épanouir et se trouver eux aussi quelque part. Ouais. Et juste pour le petit clin d'œil là, à Alicia de H Collord, je travaille aussi avec elle ces temps-ci C'est sur vrai, un projet. Elle, trop elle, bien. est, elle est trop merveilleuse. Il faut que Mm. je l'interviewe aussi quand on aura fini notre truc. Non mais, elle m'étonne en fait.
Toi, c'est quel type de personnes qui viennent à toi en général? C'est des personnes qui sont déjà, qui s'interrogent simplement sur la sorcellerie? Ou bien c'est des personnes qui touchent un peu le tarot et qui, enfin, qui te croient sur leur passage? Ou c'est des personnes qui arrivent avec une vraie problématique de vie, des vrais écueils, tu vois, et qui du coup se tournent vers toi ou la sorcellerie à cause de ça? Ou c'est quoi le profil type? Je dirais que c'est des gens qui sont débutants pour beaucoup. Beaucoup de débutants et en fait qui sont perdus sous la masse d'informations qu'on nous propose aujourd'hui. Il y a une époque où on disait que le savoir c'était le pouvoir, en gros que c'était de la connaissance. Aujourd'hui on a du savoir partout à disposition et j'ai l'impression que le savoir aujourd'hui c'est plutôt de savoir trier l'information, en faire un concentré qui puisse justement être digérable et donc c'est ça que les gens n'arrivent pas à faire. Ils n'arrivent pas en général à... En fait, ils restent dans les livres, ils sont passionnés, ils ont envie de lire et tout, mais ils ne savent pas par où commencer pour vraiment se jeter dans la pratique. Il y a souvent cette idée de... D'accord, donc en fait, c'est des, j'imagine la plupart du temps, c'est des nanas. j'ai une grande majorité de femmes, effectivement. Ok. Et du coup, elles viennent, elles disent, j'adore tout cet univers, j'adore comment pratiquer, mais je suis complètement noyée et je ne Mm, sais pas comment l'appliquer dans ma vie au mm, quotidien. tout à fait. Donc, Je ouais. ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas comment me lancer, j'ai peur de faire mal les choses, j'ai peur de ne pas savoir aussi ce que je fais correctement. Donc voilà, en général, c'est ce profil-là qui va venir me contacter et chercher par quel livre commencer, etc. Donc ça, voilà, c'est des choses que je travaille avec eux dans Trisclan. Et donc, toi, le but pour toi, c'est, donc là, tu les prends quand elles sont en mode un peu paumées et déboussolées. Le point d'arrivée, c'est quoi? Parce que aussi, ce que je sais, c'est chez les praticiens, pour tout ce qui est relation d'aide en général, euh, il y a un point où on va peut-être emmener les gens et qui est assez, je veux dire, implicite. Là, clairement, tu vas leur apprendre quels sont les meilleurs outils sorciers pour eux. En gros, hein, c'est un petit peu ça. Et, mais c'est quoi, en fait, vers quoi tu les emmènes? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qui est encore plus chouette que ça? Parce En que, fait, excuse-moi, tu n'es pas sur la simple euh, utilisation de machin, quoi. Trisclan, c'est une boîte avec un faux fond, quelque part. Un quoi? C'est une boîte avec un faux fond. Tu Oui, sais, les voilà, il boîtes... y a toujours un faux fond, je et en trouve. fait, Alors, c'est quoi le vrai, le faux fond et c'est quoi le vrai fond? dans le vrai fond, la première chose qu'on voit dans Trisclan, justement, c'est cette idée de comprendre la sorcellerie, de pouvoir s'y mettre, de vraiment passer le cap et de créer sa spiritualité, de plus l'imaginer, mais de la vivre. Le deuxième fond, qui est plus caché et qui est plus difficile d'accès, c'est parce que je leur fournis des outils, des structures, des méthodologies pour explorer aussi de leur côté. Et donc, par exemple, je leur fais travailler sur un sujet sur 2 ans environ, donc c'est leur sujet d'étude. Et ce sujet d'étude, c'est eux qui le choisissent. Je vais leur apprendre à partir de la rationalité, l'histoire, la géographie, les comportements sociaux, etc. L'anatomie, par exemple, si on parle de guérison, de soins, il faut comprendre comment fonctionne l'anatomie. Ce qui est souvent aussi mis de côté en spiritualité. On se dit non, non, c'est spirituel, j'ai pas besoin de savoir ça. Ça, c'est des choses que je leur apprends dans l'école. Je leur donne des ressources pour ça. Et donc, une fois qu'ils vont avoir commencé à travailler ça, ils pourront l'appliquer à n'importe quoi dans leur vie. Et toutes ces méthodologies-là, de création d'espace mental et physique pour sa pratique, ça peut s'appliquer à n'importe quoi en fait. Et c'est ça, ils vont être capables de travailler après en autonomie sur n'importe quel sujet et prendre de l'expansion en tant qu'individu. Le deuxième truc aussi qui est dans ce faux fond, même s'il est un peu entre les deux, on est sur un demi-étage, c'est vraiment l'aspect communauté, comme ils sont répartis par maison, ils sont avec des gens qui les comprennent, qui sont passionnés par les mêmes choses, qui ont les mêmes envies, qui ont des doutes aussi. Et donc, il y a cette idée de pouvoir échanger, de se pousser à aller plus loin tous ensemble que je trouve très importante aussi dans l'école. Est-ce que, attends, je note mes questions. Tu vois, quand tu dis que la personne, elle va apprendre à partir du domaine très physique, matériel et quelque part observable et pouvoir l'extrapoler, et qu'une fois qu'elle aura appris à faire ça avec toi dans le domaine sorcier, elle pourra le transposer un peu n'importe où dans sa vie. Tu peux me donner un exemple concret de ce que ça donne, de ce que tu as pu, toi, constater toi dans ta vie ou avec tes élèves? Qu'est-ce que ça donne Euh, quand elles se mettent à appliquer pour autre chose que quelque chose qui va toucher la spiritualité pure? Par exemple, pour plein de trucs, mais
par exemple, l'astronomie. Je ne comprenais pas trop tout ce qui était voyage stellaire et compagnie. C'était quelque chose qui était pour moi très nébuleux, sans faire de jeu de mots. Et donc, je suis partie du principe de... En fait, pour le coup, quand j'étudie des choses rationnelles, je vais faire le chemin inverse. Je vais partir de comment on a eu l'idée, dans un monde rationnel, de se dire que peut-être que finalement, tout ne tournait pas autour de la Terre, par exemple, mais autour du Soleil. Et donc, comment on a eu cette idée, qui l'a eu, à quelle époque, quelles étaient les choses au niveau de la société et au niveau de l'histoire qui était en train de se mettre en marche. Comment on a pu du coup passer du spirituel, de l'hypothèse en fait scientifique pour pouvoir aller découvrir ces choses-là. Voilà par exemple dans fait, comment je vais retranscrire ça. C'est un petit peu aussi par exemple quand on veut découvrir un pays, par exemple si tu as envie d'aller en Norvège, eh ben, tu vas peut-être commencer à apprendre, je sais pas moi, une ville. Tu vas commencer par une ville, tu vas découvrir son histoire, ensuite tu vas essayer de graviter un petit peu autour. En fait, on part toujours d'un point, ça peut être la rationalité quand il s'agit d'étudier des choses spirituelles, ou inversement pour d'autres choses, mais on part toujours d'un point, donc ça peut être géographie, histoire, spiritualité, ésotérisme, croyance, et on va ensuite élargir. D'accord, ok. Donc, c'est juste, en fait, toi, ce que tu proposes, c'est la méthode, c'est le parcours, en fait. Oui, Okay. c'est ça. Et c'est quoi les différences entre les 3 maisons que tu proposes? Déjà, pourquoi 3 maisons et comment tu l'organises? Je veux dire, c'est juste Alors, ceux qui sont arrivés au mois de mars qui vont dans la maison 1 et... non, non. En gros, il y a 4 promotions par an. Les promotions ont des noms de constellations pour le moment, tant que j'ai des lettres dans l'alphabet. Donc, on a eu la première promotion qui s'appelle la promotion Andromède, qui était celle du 1er février. J'ai ouvert l'école un 1er février parce que c'est la date de Imbolc, alors, dans les calendriers. Et comme je travaille beaucoup avec la divinité Brigide, c'était une occasion pour moi de l'honorer aussi en ouvrant ce projet à ce moment-là. Mais normalement, les promotions sont pour les ouvertures aux équinoxes et aux solstices. Ouais. Donc voilà, ça donne un petit repère. C'est à peu près tous les 3 mois. Et en gros, il y a 30 places par maison à chaque promotion et les gens sont répartis en fonction des maisons qu'ils souhaitent. Donc, bien évidemment, il n'y a pas de la place pour tout le monde, ce qui fait que parfois, il faut attendre la prochaine promotion pour avoir sa place. Mais en gros, à chaque fois qu'il y a une nouvelle promotion, 5 jours avant, j'ouvre un groupe Facebook qui est déjà en ligne d'ailleurs, qui s'appelle la liste d'attente Trisclan pour la promotion de la boussole, qui sera la prochaine en juin. Et les gens, en fait, pendant 5 jours, je vais travailler avec eux pour voir leur motivation aussi. Est-ce que c'est vraiment ce qu'ils ont envie d'être dans l'école? Comment fonctionne l'école? Quelles sont les maisons? Comment elles fonctionnent? Donc les 3 maisons, la première c'est Ensdaïr. Donc Ensdaïr, c'est une maison avec un lièvre qui est dessinée par justement Alicia. Et la maison Ensdaïr, c'est une maison où on va travailler sur la nature, sur le paganisme, sur l'idée de prendre le temps. C'est des gens assez calmes de façon générale. Il y a vraiment cette idée de connexion au monde qui nous entoure dans cette maison-là. Ils aiment bien cuisiner aussi. Donc voilà. Ensuite, on a la maison Brumélion, dont le symbole est le pan. Et c'est une maison où on va plutôt aimer fureter dans les grandes bibliothèques, dans les livres. Il y a cette idée d'aimer justement étudier en profondeur des thématiques, l'idée de débattre aussi, d'héritage aussi des anciennes traditions, essayer de conserver un petit peu le savoir. Et ensuite, on a la maison d'Ivarium. La maison d'Ivarium, c'est la maison des possibilités, comme j'aime bien l'appeler. C'est une maison qui est représentée par le narval, donc c'est la licorne des mers, c'est un très bel animal. Et Divarium, c'est une maison où justement on remet en cause tout ce qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui. On est beaucoup sur de la chaos magique, magie moderne, mais ça ne veut pas dire qu'on n'étudie pas les plantes ou les anciens livres ou quoi que ce soit, mais c'est une maison où les gens sont très éclectiques et il y a beaucoup de tolérance aussi par rapport à ça. Il y a beaucoup de passionnés de pop culture. Voilà, ça va être ces valeurs-là. D'accord, donc ouais, tu as trié ça selon des valeurs d'enseignement ou bien comme mode d'apprentissage privilégié ou bien comme tendance magique, on va dire. C'est ça. Ok, ah ouais, et donc, les cours sont un tronc commun avec certaines petites branches qui sont différentes puisque le but c'est de leur apprendre les fondations. Donc, il n'y a pas un cours diamétralement opposé pour chacun, mais comme ils sont répartis par maison, et puis bientôt, là, il va y avoir la coupe des maisons qui va entrer, donc là, ils sont intenables. Donc, d'accord. voilà.
Donc, Ok, ah ouais, et du coup, pour chaque promo, ça fait combien de personnes environ? Enfin, pour chaque 90. maison, tu as combien de places? Ils sont 90 au total et 30 par maison. Ok, ok, d'accord. Et qu'est-ce que je voulais encore te... Oui, pourquoi tu fais tout ça? C'est quoi en fait? C'est quoi le pourquoi qui mène ça? C'est quoi ta grosse croyance de fond qui fait que tu as posé tout ça dans la matière? Ou sur Internet en Alors, tout cas. Mais il y a plein de... La première chose, c'est que j'ai toujours voulu aller à Poudlard. Premier point, voilà. Et je pars toujours du principe que si quelque chose n'a pas été réalisé, que je vais le faire. C'est quelque chose que j'ai hérité de mes parents qui m'ont toujours dit, si tu es capable de tout faire, il faut juste que tu t'en donnes les moyens. Donc voilà, je me suis dit au début, oh, j'aurais bien aimé que Poudlard existe, j'aurais bien aimé recevoir cette lettre à mes 11 ans. Et puis, alors attends, maintenant j'ai 29 ans, à 20, 26, 27 ans, je me suis quand même... Ce serait bien qu'il y ait une école de sorcellerie comme ça qui regrouperait les gens, etc. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à ce projet-là. Ça a mis 2 ans et demi à peu près à être mis en place. Et comme je ne sais pas en plus tenir les secrets sur ce genre de trucs, les membres du club de lecture étaient assez au courant que je travaillais sur ça de mon côté. Et donc voilà, c'était égoïstement, dans un premier temps, je voulais réaliser un rêve de gamine. Surtout que comme je leur fais des enveloppes avec leurs lettres d'admission et tout, excellent. Enfin, ils ont une lettre d'admission, ils ont une petite fiche en fait avec un numéro de matricule unique à remplir où ils peuvent mettre leur empreinte de doigt, etc. Enfin, Ok. voilà, il y a Ouais, il y a un l'univers service très, était, très personnalisé et très, voilà, c'est ça. comment dire, il y a un truc très, j'entre dans une histoire aussi, tu vois, c'est pas... Ah, exactement. En fait, la première chose qui a créé Trisclan, c'est ça, et c'est aussi égoïstement aussi. J'aime pas trop répéter les trucs. Et quand on Ah enseigne, ouais, bah ouais. c'est vrai qu'on répète régulièrement des À choses. qui dis-tu? Voilà. Ouais. Non, Et non, je ouais, faisais beaucoup d'accompagnement personnalisé en 1 à 1 à la base. En fait, je me rendais compte que j'avais très, très régulièrement les mêmes questions. Et je me suis dit, mais attends, mais pourquoi pas faire un cours beaucoup plus complet où les gens pourraient en fait avoir ce qu'ils ont envie, mais en fait aussi élargir leur champ de questionnement, leur champ de possibilités. Et donc, voilà, c'est comme ça ouais, que... ouais, non, ça c'était plus, ça c'est un pourquoi plus qui va toucher ta méthode et puis ouais, toi, ta façon de fonctionner en gros, quoi. Mais c'est pas, ouais, tandis que l'histoire ouais, la petite lettre et tout, on sent vraiment que c'est très vibrant, quoi. Puis, je pense aussi que quelque part... l'envie aussi peut-être de marquer l'histoire, ce sera peut-être pas le cas, tu vois, peut-être que le jour où je serai plus là, il y aura aucune trace de ce que j'ai fait. Mais si je me dis que j'ai rendu quelques personnes heureuses, et tu sais, moi j'imagine déjà quand on serait très vieux, tu sais, moi, quand j'avais ton âge, eh ben, je suis rentrée dans une école de sorcellerie. Enfin, tu vois, je me dis que c'est quand même très chouette ce genre d'univers. Puis j'ai créé, comme on disait, tout un univers autour avec Oui, des non, cartes je sais, tu as vraiment comme ça. créé, ouais, tu as créé l'univers en fait. Donc voilà, ça me fait... je suis hyper heureuse de matérialiser quelque chose dans mon domaine, quoi. Yes. Ah, c'est super top. Il y a juste un truc, quand tu dis, quand tu parles, on dirait que pour toi, le mot sorcellerie et le mot spiritualité se confondent un peu. Tu Alors, fais une nuance là-dessus ou bien c'est un peu la même chose pour toi dans tes pratiques et tout? l'enseignement à Trisclan est basé quand même sur de la sorcellerie. Voilà. Par contre, le paganisme n'est pas de la sorcellerie. C'est une forme de spiritualité. La sorcellerie est une forme de spiritualité. La magie, qui est encore autre chose, est une autre forme de spiritualité. C'est pour ça que j'emploie souvent le mot spiritualité, parce que ça m'évite de dire paganisme, sorcellerie, Wicca La éclectique, magie. etc. J'enseigne pas la Wicca éclectique dans l'école, mais par contre, je l'aborde, j'explique ce que c'est. Mais c'est vrai qu'en général, j'utilise le dôme spiritualité pour parler des domaines que j'enseigne, donc paganisme, sorcellerie, etc. Donc pour moi, dis-moi si ça correspond aussi, hein. Pour moi, la spiritualité, je définis un petit peu comme tout ce qui nous fait toucher à ce qui est de l'ordre de l'universel ou du divin, qu'on peut sentir aussi en nous, mais qu'on voit aussi à l'extérieur, ben, simplement quand tu regardes des arbres ou des choses comme ça. Et que du coup, pour toi, la sorcellerie est un moyen d'accéder à cet universel, le paganisme en est une autre. Enfin, ok, Tout à fait. d'accord, c'est comme ça que tu l'expliques, toi. Okay. Et tu vois, il y a un truc qui est intéressant justement dans l'école, c'est que parmi les premières vidéos qu'ils ont, je leur explique mon parcours et je leur explique ma façon, donc mes propres définitions de ce que j'entends par là, comment moi j'ai vécu les choses. Et je pense que c'est important aussi en tant qu'enseignant, en tant que vulgarisateur, de dire voilà,
Moi, quand je parle de ça, j'entends ça derrière et je l'ai vécu comme ça. Parce que enfin, pour le coup, c'est vraiment le mot école qui vient, mais d'une école à l'autre en spiritualité, il n'y aura pas du tout les mêmes enseignements. On peut avoir des bases qui se réfèrent, qui sont identiques quand c'est historique ou autre, mais il y aura sans doute une formulation, une sensibilité qui sera différente. Ouais, je suis bien d'accord. Ouais. Et du coup, étant donné que tu as ouvert cette école, est-ce que tu as continué les accompagnements individuels? D'accord. C'est En bien gros, d'avoir arrêté ça? comment? C'est bien pour toi d'avoir arrêté ça? Ouais, Ok, c'est cool. ouais, parce que j'ai pas le temps de tout faire. Ah oui, non, mais oui. Et en plus, le truc avec les accompagnements individuels, c'est que c'était souvent du one-shot et c'était un format qui était fait pour ça. Là, je les suis, c'est-à-dire que je commence à m'attacher à eux, je les vois tâtonner sur des thématiques, je les vois échanger, je les vois grandir. Enfin, moi, je suis trop fière, quoi. Ah oui, non, on sent, tu es pleine Mais ouais, d'amour non, mais pour ça tous me tes remplit d'émotions membres et tes parce petits que, élèves. Et en même temps, ouais, je pense que le fait d'être plus dans, tu vois, d'avoir clairement des vidéos de cours, des supports de cours, des choses comme ça t'ôte aussi ce poids d'enseignement de effectivement répétition tout le temps, tu vois. Et tu peux juste simplement les aimer sans avoir le côté un peu lourd qu'il peut y avoir. En fait, du coup, ça se divise on va dire, en deux branches principales, l'apprentissage à Trisclan. Tu as donc les cours qui sont vidéo, qui sont fixes. Et en fait, il y a leur sujet d'étude à côté sur lesquels ils travaillent, sur lesquels je vais les aider justement au niveau méthodologie, au niveau aussi formulation aussi sur certains points. Il va y avoir des gens qui vont travailler sur des sujets vraiment très éclectiques comme l'écoféminisme, il y en a qui vont travailler sur la pop culture, il y en a qui vont travailler sur comment on peut intégrer la pratique sorcière quand on est une jeune maman. Enfin voilà, il y a vraiment des sujets qui sont... ça dépend vraiment de la vie de chacun et puis enfin pas ça, des aspirations, mais de ce qui vibre aussi chez les gens en fait. c'est Comme tu dis, ça, pop culture, c'est un exactement. truc c'est un goût quoi. Et ce qui est chouette, ils ne le savent pas encore, donc ils l'apprendront s'ils regardent ton live, c'est D'accord. que, en gros, la coupe des maisons, je ne sais pas encore, parce que l'école se transforme aussi petit à petit, mais en gros, une fois qu'une maison a remporté la coupe, elle a le droit de choisir une thématique de conférence faite par moi ou par un intervenant extérieur gratuitement. Donc en gros, si la maison travaille dur, eh ben, c'est eux qui ont le droit de choisir pour la thématique. Et donc, ça va les booster aussi. Quand je dis qu'ils travaillent, en fait, le système de points est fait que s'ils font des fiches de lecture, s'ils participent, s'ils font vivre l'école, ils gagnent des points pour leur maison. Et donc, c'est un système qui est hyper vertueux pour l'école et pour eux en même temps, parce que ça les force à travailler. Ah ouais. Ouais. Et c'est quoi est-ce que tu envisages un futur un peu différent du style d'intégrer d'autres profs, mis à part pour tes conférences effectivement exceptionnelles, ça c'est envisageable pour toi ou bien? Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que le cursus de Trisclan, il est pensé en 12 modules qu'on achète séparément. En tout cas, pour le moment, peut-être qu'après, je ferai autrement, mais pour le moment, c'est en 12 modules parce qu'il faut les créer entre-temps. J'ai tout mon plan, etc., mais il faut le faire quand même. Mais le truc qui me questionne toujours, c'est comment je rémunère pour le moment. Quand je me rémunère, moi, je sais comment faire. Rémunérer les autres, je ne sais pas comment, enfin voilà, c'est la seule question que je me pose pour le moment. Et il faut que je connaisse bien les gens, en fait, pour Oui, savoir bien sûr. qu'ils puissent enseigner. Je pense que ça se fera peut-être, en gros, comme des modules de spécialisation, c'est-à-dire qu'il y aura des modules que les gens pourront acheter Ouais. en spécialisation dans l'école. Et là, pour le coup, ce ne sera pas que moi qui ferai ces sujets-là, parce que je ne suis pas spécialisée en tout. Ce serait très prétentieux de ma part et ce serait mentir. Ouais, du coup, tu offriras un module de Voilà, quelqu'un. c'est ça. Et du coup, ce que j'aimerais bien, c'est peut-être que ces modules, justement, ils soient avec plusieurs personnes pour avoir un compte. Par exemple, tu vois, si on parle de tarot, tu pourrais être avec Sylvie, par exemple, et une autre personne, et avoir du coup une vision assez complète de comment fonctionne le tarot, avec des questionnements. Je trouverais que ce serait intéressant pour les élèves d'avoir ce genre de fonctionnement. D'accord. Ouais, Mais donc ce ne sera pas tout de suite, c'est quoi. éventuellement un projet à plus long terme, mais là, pour l'instant, tu es vraiment focalisé sur la confection des modules et C'est l'accompagnement ça. des élèves déjà en Tant cours. que j'ai pas Et fini ta le coupe, et module, ta coupe. exactement. Mais j'ai D'accord. Alicia qui est en train de leur faire des paper toys de petites coupes qui pourront imprimer et découper pour les Ah mettre sur. ouais, trop bien. D'accord. Et alors, autre question, cette fois peut-être un peu plus personnelle, comment toi, ta pratique de la sorcellerie
elle t'aide à en apprendre toujours plus sur toi? Comment est-ce qu'elle t'aide à t'améliorer peut-être chaque jour ou à transformer ton quotidien chaque jour? Hmm. C'est large comme question. Je me rends compte là en te la posant que c'est super large. Question complexe. Je suis contente d'avoir fini mon café pour pouvoir réfléchir à ça. J'ai toute l'énergie. Non, attends. Je vais essayer. Attends, je reformule. Je vais essayer de simplifier un petit peu. Ok. Ouais, déjà tout simplement, comment est-ce que toi, tu te sers de la sorcellerie pour mieux te connaître ou pour mieux déceler ce qui t'empêche d'avancer ou pour mieux déceler les forces qui t'aident encore plus à avancer? Tu vois, comment est-ce que, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup cette connaissance de soi, et je sais que ça t'intéresse aussi, même si c'est peut-être moins central que chez moi, mais j'aimerais savoir comment tu utilises tes outils sorciers pour ce travail d'introspection. Il y a déjà, je vais chipoter, mais déjà, je ne me sers pas de la sorcellerie. Je travaille avec. D'accord, alors tu Tu travailles. vois, la sorcellerie n'est pas un outil, pour moi en tout cas. C'est un compagnon quelque part. Il y a vraiment cette idée-là, en tout cas dans ma façon de pratiquer. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais je travaille beaucoup avec la sorcellerie sur différentes thématiques. Il y a cette idée toujours d'apprendre à se connaître soi pour mieux comprendre les autres. Et en fait, quand je comprends les autres, je suis aussi mieux capable de me comprendre moi. Par exemple, dernièrement, j'ai vu une vidéo sur YouTube et j'ai senti à l'intérieur, allé dans mon corps, que ça bloquait à un endroit. Je me suis dit, ah, ça, il faut que je travaille là-dessus. Et donc, j'ai commencé à prier. Déjà, je fais beaucoup de prières dans ma pratique. Moi, je travaille beaucoup avec la divinité qui s'appelle Brigitte. Alors, je ne sais pas si tu vas pouvoir voir, mais elle est Ah oui, juste d'accord, là. ok. Oui, t'as le truc tressé en croix, oui. Exactement. Et hop, elle est là aussi. Donc, voilà, elle est à plusieurs endroits de la maison de façon complètement différente. Et c'est pas le même. C'est pas la même entité avec laquelle je travaille à chaque fois. Donc là, par exemple, on est sur une brigide à un seul visage, qui est plutôt doux, assez maternel, très proche d'Imbolc dans l'ambiance. Dans mon atelier, je vais avoir les 3 brigides, donc la forgeronne, la guérisseuse et la poète. Je ne travaille pas de la même façon avec elles, et j'en ai une autre dans la cuisine. C'est pareil, c'est pas la même. Celle avec les 3 visages, je vais travailler plutôt sur tout ce qui est spiritualité, justement, travail assez profond. Celle dans la cuisine, je vais travailler sur le corps, sur la vie matérielle, on va dire, de façon générale. Voilà, ça va se travailler comme ça. Donc, je travaille avec la prière, je travaille beaucoup aussi avec les méditations. Je fais des méditations où je rentre dans un état un peu de conscience modifiée, où je vais chercher les informations. Je vais à la rencontre de cette divinité-là parce que c'est celle avec laquelle je travaille depuis plusieurs années. Mais je pourrais y aller, par exemple, au contact aussi des éléments, au contact d'un animal ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que Brigitte, j'y vais assez facilement aujourd'hui. Je vais aussi utiliser le tarot, bien évidemment. Je vais utiliser très peu de cristaux pour ma part. Je vais utiliser beaucoup les plantes de plus en plus, ce qui n'était pas gagné il y a quelques années, mais ça commence de plus en plus à se développer. Et je travaille beaucoup aussi avec la cuisine et la maison, en fait, les produits ménagers, les choses comme ça, ce qu'on appelle la magie du foyer. Donc, je fais beaucoup de magie des fourneaux, donc à manger, et la magie du foyer, prendre soin de la maison, travailler sur des choses aussi, sur ces Oh, c'est thématiques-là. génial. Oui. D'accord. Et du coup, toi, tu passes par ces outils-là quand tu sens qu'il y a quelque chose qui réagit à l'intérieur de toi Ouais. et tu vas employer ces outils et travailler avec la sorcellerie, comme tu dis, pour aller identifier ce qui bloque exactement et aller le libérer ou Je c'est vais un pas autre le processus? libérer, je vais le réintégrer. En Ok. gros, c'est un petit peu cette idée que, encore une fois, c'est une vision qui est personnelle, mais on est des petits cailloux. On est des petits cailloux et on se prend des petits pocs, et donc de temps en temps, on perd des petits morceaux le long du chemin. Et de temps en temps, on perd un petit morceau qui nous permet de comprendre quelque chose chez les autres ou chez soi. Et donc, on ne retrouvera jamais ce petit morceau dans sa complexité et dans sa forme initiale. Mais quand on se rend compte qu'on a un petit creux, justement, il y a cette idée de peut-être de se rouler dans la boue pour que ce petit creux soit rempli et qu'on puisse comprendre à nouveau ces idées-là. Donc, ça va être beaucoup comme ça que je vais travailler. Aussi, je vais travailler de façon générale avec les énergies aussi, les cycles, ce qui est pour le coup assez proche du paganisme dans la spiritualité.
l'idée de suivre le cycle, d'apprendre du cycle, de travailler comme ça. Là, tu vois, par exemple, ce matin, j'ai fait mes tirages du mois, je suis allée à la rencontre de ma divinité, j'ai fait un ménage, j'ai fait du travail sur cette en sorcellerie. Donc, il y a vraiment cette idée pour moi de changer nos perceptions, de se changer soi, de transformation aussi, d'avoir un impact de façon générale dans la spiritualité sorcière. D'accord. J'ai répondu à ta question ou pas? Ouais, tu as répondu à ma question. Moi, ce que j'entends aussi beaucoup, c'est que du coup, tu mets en place différents éléments, différents outils et différents procédés, en fait, quelque part, pas forcément dans un but de guérison, mais d'harmonisation et d'intégration et de vivre en cohérence avec ce qui va t'entourer. Et quelque part, tu vois, quand tu parles de magie du foyer, c'est effectivement modeler son quotidien et sa maison de façon à ce que ce soit le plus harmonieux possible, de façon à ce que ce soit le moins le blessant possible, et pour soi, et pour la maison, et pour l'environnement, et pour tout ce qui est plus spirituel, plus évanescent en fait. Ouais, je l'entends comme ça, que du coup, tu vas pas aller forcément toujours gratter là où ça gratte, ou tu vois, j'ai l'impression que ton travail, c'est plus de l'harmonisation et de la cohérence que des actes de guérison hyper ciblés, sauf s'il y a un gros besoin absolument vital, quoi. C'est ça. En gros, pour le coup, c'est assez proche du christianisme aussi, dans la façon de le voir. J'exprime beaucoup de gratitude. Je ne demande pas forcément beaucoup de choses. Par contre, le jour où j'ai besoin, justement, ça me permet aussi de dire, bon voilà, là ça pue un peu, je suis au milieu du marécage, j'ai besoin d'en sortir, j'ai pas envie de finir comme le cheval dans l'histoire sans fin, donc comment je garde la tête en dehors de l'eau et comment je me sors de cette situation. La métaphore horrible. Ok. Donc voilà, tu vois par exemple, financièrement ça a été très dur sur les 2 dernières années. Alors c'était pas catastrophique parce que j'avais le chômage et j'ai mon compagnon, donc ça permet d'être un peu rassurée. Mais quand on a travaillé dans le club de lecture sur Prospérité de la sorcière, je me suis tapé aussi Moni Tarot de notre chère Sylvie. Toi tu m'as aidé avec Profession Tarologue, ta formation qui m'a donné plein d'informations hyper intéressantes pour aussi essayer de remodeler justement un petit peu la la gestion perception, financière, mes blocages. en fait, Et donc, mais j'ai transpiré pendant 4 mois sur ces thématiques-là. Et au final, je gagne très très bien ma vie quoi aujourd'hui. Ça n'empêche pas que je travaille aussi très dur pour ça, mais vraiment, ça a débloqué des choses et c'est ça que je vais faire. En général, je pense qu'il faut apprendre aussi à se connaître, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt un sprinter, c'est-à-dire que je vais faire les choses de façon intensive et courte parce que je ne sais pas faire. J'ai entendu mon père me dire ça toute ma vie. Mais tu sais, il suffirait de faire ça 20 minutes par jour. Non, ça ne marche pas pour moi. Donc, je ne suis pas un marathonien, je ne suis pas un semi-marathonien, je suis un sprinter. Donc, je fonctionne par sprint. Ouais, et par épuisement. Et tu vois, par exemple, ça, c'est le sujet sur lequel je suis en train de travailler actuellement. L'une des premières choses que j'ai touché du doigt quasiment cette année, enfin fin d'année, début d'année 2021, ouais. c'est que je tire satisfaction de cet épuisement. Parce que le travail est quelque chose de très glorifié dans notre société actuellement. Qu'en plus, du coup, les gens sont admiratifs de ce que je fais en se disant c'est inhumain de le faire. J'ai un très bon anti-cerne, mais oui, c'est inhumain. Et aussi, les gens me disent repose-toi, prends soin de toi. Il y a cette idée d'être protégé aussi un petit peu parce que les autres prennent soin de soi. Et donc, en ce moment, je travaille sur ça. Je travaille sur laisser passer cette fierté. Comprendre aussi qu'elle cache la honte de ne pas savoir s'organiser correctement, de ne pas savoir peut-être qui je suis aujourd'hui en dehors du travail, d'avoir peur aussi du vide que crée quand je ne travaille pas et que des émotions qui sont cachées un peu sous le tapis et qui m'attendent. Donc voilà, là tu vois en ce moment je travaille là-dessus. C'était un plaisir. Ok.
Mais dans ce que j'entends aussi, c'est que effectivement, quand tu fais face à un écueil dans ta vie, là, on a parlé de l'argent et ensuite tu parles du truc d'épuisement, enfin du surtravail jusqu'à l'épuisement et après le réconfort. Euh, visiblement, tu fais appel à des outils vraiment ésotériques, sorciers, spirituels, mais tu as aussi une partie qui va toucher vraiment au monde rationnel. Je veux dire, quand tu parles de la formation profession tarologue, excuse-moi, mais il n'y a pas beaucoup de spiritualité dedans. Tu vois, c'est vraiment, enfin, c'est un espèce de grand mode d'emploi, même si j'emploie souvent l'intuition et tout. Tu vas quand même chercher des ressources qui sont très, ouais, pour le coup, hyper pragmatiques, quoi. Ah oui, oui, beaucoup, hein. Tu vois, par exemple, quand on a travaillé sur l'argent dans le club de lecture, moi j'ai acheté des bouquins aussi de gestion financière, j'en ai encore un là que je suis en train de lire. Voilà, il y a des outils aussi, c'est complètement en dehors de la sorcellerie, mais parce que je crois que avoir une vision étriquée aussi est au contraire à la sorcellerie. Tout me nourrit de façon générale, la musique, l'art, je suis passionnée d'art, de peinture, de choses comme ça. J'ai encore du mal un petit peu à intégrer la relation du corps dans mon travail magique. Je suis pas sensible à la danse, je suis pas sensible au sport. Je suis pas très, enfin, j'ai tendance à peu faire de yoga ou quoi que ce soit. Je vais travailler la respiration à la limite, mais le corps est quelque chose que je cherche à intégrer de plus en plus aussi dans ma pratique. Justement parce que le mental et le physique en fait sont deux matières qui ont besoin d'équilibre pour fonctionner, et je sens que j'ai un déséquilibre. Donc voilà, je travaille sur des choses comme ça, mais effectivement, mes sources de travail sont très très éclectiques. Ça va des films de Disney, enfin, il y a plein de choses comme ça qui m'inspirent énormément. Tu vois, par exemple, dans le club de lecture, on a étudié la dernière fois une planète. Pour moi, c'était un personnage de la série Viking, et donc je m'approprie un petit peu comme ça des archétypes. Je crée des entités avec des correspondances avec lesquelles je vais pouvoir travailler, correspondre avec, etc. Voilà, je pense qu'en sorcellerie ou même en spiritualité de façon générale, avoir une nourriture qui soit éclectique, aussi bien rationnelle que fictive, que spirituelle, c'est hyper important. Ouais. Non, non, mais je suis bien d'accord et je m'étais rendu compte là à titre personnel que moi j'ai des lectures qui sont effectivement hyper éclectiques. Enfin, je lis toujours plus ou moins un livre qui touche soit à la spiritualité, soit au tarot, mais en parallèle j'ai toujours un livre de fiction, en parallèle j'ai toujours un livre de développement personnel, mais plus dans le pratico-pratique, tu vois, ou et comme tu dis, ou soit les finances carrément, des choses comme ça. Et en fait, je me rends compte en les lisant que les livres soit de fiction, soit pratico-pratique, qui t'apprennent des choses, ou bien de la philosophie, ou bien beaucoup d'histoire aussi, je lis pas mal d'histoire. Finalement, ça devient aussi des livres spirituels parce que tu peux hyper facilement les raccrocher. Enfin, je veux dire, c'est Tout à fait. tellement, c'est tellement évident, quoi. Je n'ai même pas besoin Tu vois, Donc, par exemple, j'aime énormément l'univers de Tolkien, donc Tolkien aussi, enfin on prononce Tolkien ou Tolkien. Donc j'avais créé tout un système en fait donc en sorcellerie où ça vient de Jung, hein, pour le coup c'est de la psychologie. Attention, je suis pas psychologue et j'ai pas lu Jung, donc je suis voilà. non, mais enfin, celles qui En ont gros, lu Jung, je les salue, vraiment, je les salue. ouais, voilà. Vraiment, le vrai Jung, hein, pas les transcriptions de personnes. Mais il y a cette idée de fragmentation, d'avoir plusieurs soi à l'intérieur de soi. Et donc moi, ce que j'avais créé, c'était un système d'exploration en état de conscience modifié, où chacune de mes fragmentations était un personnage parti pour une quête. Et donc il y avait cette idée soit d'aller chercher quelque chose, soit de détruire quelque chose. Et donc on va travailler, être dans des états, il y a cette idée à chaque fois de traverser, parfois physiquement, vraiment de le sentir, mais en fait ça se passe beaucoup dans l'esprit, dans tout ce qui est de la sorcellerie. Comme je disais souvent, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le domaine scientifique justement, j'ai des biostatisticiens, j'ai des gens qui travaillent sur la génétique, enfin bon, c'est assez rigolo d'être au milieu d'eux. Et je disais, si la sorcellerie n'était finalement qu'un effet placebo qui nous permettrait de nous reprogrammer en tant qu'être humain, est-ce que ce serait pas déjà formidable? Ah oui, moi je dis des fois, mes expériences, c'est juste, finalement, si on y croit et qu'on est à côté de la plaque, parce que finalement peut-être que tout ceci n'est qu'une vaste blague, mais que ça t'a fait du bien au final et que ça t'a permis de progresser,
Un grand bien de face, quoi. Enfin, Et après, moi, comme je dis, j'ai des expériences en sorcellerie qui font que c'est difficile pour moi de me dire que ce serait que ça. Mais c'est une possibilité que je garde aussi. C'est pour ça, par exemple, quand je parle de réincarnation, des choses comme ça, je leur dis, attendez, réincarnation, c'est pareil. Personne ne croit en la réincarnation de la même façon. Certains disent qu'on se réincarne qu'en humain, qu'au bout d'un moment, on arrête. D'autres pensent qu'on peut se réincarner en animaux, en plantes. Enfin, voilà, il y a tout un tas de oh, ouais. subtilité. Et donc, c'est pour ça, en général, que je dis aux gens qui s'engueulent pour des croyances, soyez mignons, quoi, parce que quoi qu'il arrive, on ne saura pas qui a raison à la fin. Ouais. Et puis, enfin, est-ce que ça a vraiment beaucoup d'intérêt d'avoir raison? Donc, ok. Yeah, c'est cool. Mais ça me fait penser à ce que tu dis sur Tolkien. Sur Tolkien, pardon. En fait, c'est ce que je vis ces temps-ci, moi. Alors, pas du tout. Alors, pour le coup, c'est pas du tout ésotérique. Je regarde la série Suits. Je me fais toute la série Suits. Et de plus en plus, au fur et à mesure des épisodes, de plus en plus, je me dis, mais tout ça n'est qu'un seul vaste individu. Et du coup, je le vois de plus en plus comme ça, ce qui est assez. Et puis, des fois, en tant qu'individu, tu te prends des trucs parce qu'il y a un noyau dur de personnages, mais exactement comme dans toutes les histoires où il y a beaucoup de personnages, tu as un noyau dur de personnages qui représente l'individu, avec de temps en temps d'autres personnes qui se rajoutent, ou des fois, c'est vraiment des événements du style. Il peut y avoir quelque chose qui est démoli, par exemple. Et du coup, ouais, c'est vraiment vécu comme un seul individu, en fait, avec notre ego vachement fort, notre côté pleurnichard, notre côté protecteur. Et c'est super intéressant à voir parce que du coup, ça nous permet, nous, de nous positionner, de voir comment nous, on aurait réagi en tant que telle partie d'individu. Et ouais, du coup, mais je pense que ça doit être encore plus fort avec la saga du Seigneur des Anneaux parce que pour le coup, c'est plus riche en symboles, les personnages sont beaucoup plus divers parce qu'ils ont aussi, enfin, je sais pas, différentes tailles, les physiques sont beaucoup plus marqués, tu vois. Donc ouais, c'est super de. Et tu vois, pour le coup, je me sers du tarot pour communiquer avec eux. Ouais. Et justement, c'est rigolo, c'est ok, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, toi, telle partie de moi? Je voudrais que tu fasses ça. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que ça m'apporte si je fais ça? Si je fais ta fichue quête là, qu'est-ce que ça m'apporte? Ok, ça m'apporte ça. Et toi, qu'est-ce que tu feras en échange pour moi? Et ainsi de suite. Et du coup, ça crée des visions assez complètes de chaque fragmentation. Enfin, moi, je trouve ça fascinant. Ouais, voilà, ça permet de voir comment tu fonctionnes et ça te permet aussi de pouvoir prendre une décision peut-être plus sage ou plus alignée s'il s'agit de ton avenir, quoi. C'est ça. Et tu vois, je me sers de ce qu'on appelle la bibliomancie aussi, le fait d'ouvrir des livres au hasard. Oui, d'accord. J'ai beaucoup d'encyclopédies sur Tolkien avec les mondes, avec tout ça. Donc en général, je me dis, ok, quel monde je vais visiter aujourd'hui? Je prends un monde au hasard. Ok, comment il est? Est-ce qu'il est aride? Est-ce qu'il est humide? Quelle est la température dans laquelle on le voit dans les livres ou autres? Ça me donne des matières de réflexion que je vais pouvoir aussi intégrer. Donc voilà, enfin, en tout cas, c'est comme ça beaucoup que je fonctionne. Yes! Ah, c'est trop bien. Ouais, en fait, tu as une approche qui est quand même hyper ludique, imagée et ensorcelante au sens, ouais, au sens monde fantastique, en fait, tu vois. C'est quelque chose que j'ai mis longtemps à accepter parce qu'au début de ma pratique, donc quand j'ai commencé il y a 7-8 ans, je voulais que ce soit sérieux parce que si c'est sérieux, du coup, c'est légitime et c'est valable. Alors qu'en fait, je dépensais beaucoup de sous, beaucoup d'énergie et j'avais très peu de résultats. Et à partir du moment où j'ai commencé à vraiment m'éclater, ça ne m'a pas empêché d'étudier plein de choses à côté. Oui. Mais à partir du moment où j'ai commencé à m'éclater, ça fonctionnait beaucoup mieux, quoi. Tu vois, par exemple, en ce moment, je suis en train de créer un système magique à partir de l'étiquette anglaise. Okay. Et donc, je suis en train de travailler tout un système magique, effectivement, avec des bases sur l'étiquette. Alors, je travaille plus avec l'étiquette française, mais voilà, en fait, je m'amuse. Je pars d'une étincelle, je regarde comment on peut la travailler, comment ça peut s'orchestrer, qu'est-ce que ça apporte au monde, qu'est-ce que ça m'apporte à moi, qu'est-ce que ça apporte aux autres aussi. Donc voilà, c'est comme ça que je travaille. Mais ouais, mais là, tu vois même ce que tu dis. Là, tu parles de l'étiquette anglaise qui est au départ quelque chose qui est très peu spirituel parce qu'il s'agit juste de bien se comporter en société. C'est comme ça que je le comprends, moi, l'étiquette. Mais si tu regardes pour la cérémonie du thé japonais, c'est exactement une question d'étiquette, mais avec la toute couche spirituelle par-dessus, en petit pot de beurre en plus. Et donc, ouais, c'est comme si tu refaisais le même processus, mais avec ton accent européen, en fait. Tout à fait.
tout à fait. Ouais. Ah, c'est top. Ouais, je trouve ça super. Comment est-ce que tu gères? Tu disais, tu parlais notamment d'amis scientifiques et puis tu parles de ta peur aussi de t'affirmer dans le côté hyper ludique et imagé de la sorcellerie et puis de la sorcellerie tout court. Comment est-ce que c'est quoi le rapport que tu as au regard des autres? Euh, Non, ben, je sais pas, tu fais comme un métier chelou. Ah oui, oui, non, en fait, je le prends souvent sous le ton de l'humour, en fait. C'est-à-dire qu'en général, je dis que je suis la version sexy de Dumbledore. Donc voilà, je commence comme ça. Donc les gens sont la plupart du temps un peu curieux. Si jamais je suis dans un milieu où vraiment je sens que, voilà, vaut mieux ne pas en parler, en général, je triche, je prends mon ancien métier. Je travaillais dans l'informatique. Et comme ça, c'est suffisamment complexe et barbant pour que personne ne me pose de questions là-dessus. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé assez peu souvent. Ce qui est très drôle, c'est quand je fais j'en faisais, parce que maintenant avec la Covid c'est compliqué, mais quand je faisais du covoiturage, tu sais, le moment où t'as 3h30. Et toi, tu fais quoi dans la Et vie? toi, tu fais quoi dans la vie? Exactement. En général, je commence par dire que je travaille je fais du coaching dans le développement personnel et la créativité. Et quand on creuse un peu, je dis que je suis aussi un peu dans la spiritualité. Et quand on creuse encore un peu, je dis, bah voilà, je pratique la sorcellerie. D'accord. Donc Ah, c'est voilà comment ça se passe en général. Et ce qui est très drôle et auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est que la plupart du temps, les gens me racontent des expériences qu'ils ont eues, des choses comme ça. Ils s'ouvrent, en fait. Et c'est oui. assez... Enfin, moi, j'ai eu des conversations Ouais. complètement irréalistes avec des gens qui me soutenaient que les sirènes existaient aujourd'hui et que du coup, il y avait une autre branche en fait de l'évolution humaine et du coup qui se cachait. Enfin, j'ai eu enfin, c'est des trucs où je m'attendais jamais à avoir ce genre de Si, discussion. ouais, non, moi aussi, je vis le même genre de truc là pour le coup, Ouais, absolument. voilà. Et donc c'est assez, je trouve ça très touchant, ces moments-là qui sont. Et j'ai pas de problème avec les gens qui sont rationnels parce que comme je leur dis toujours, moi, enfin, je travaille avec la sorcellerie pour atteindre certaines choses. D'autres le feront peut-être par d'autres moyens. Et tant mieux. Moi, j'ai trouvé un moyen qui fonctionne pour moi et je souhaite à tout le monde d'en trouver un, quel que soit ce moyen-là, Ouais, ouais, quelque part. ouais. Ouais, non, mais oui. J'ai lu là un livre de développement personnel où il disait que souvent, les gens qui n'étaient, entre guillemets, pas spirituels étaient jugés par ceux qui étaient spirituels. Spirituels, dans l'imaginaire collectif, ça veut dire tu as des pierres, tu fais du yoga et puis de temps en temps tu médites, hein. Donc c'est ça la spiritualité. Et la personne qui fait pas ça, elle n'est pas spirituelle, donc elle est trop nulle. Et il disait, mais d'où la personne qui, je sais pas, un dirigeant d'entreprise qui, je sais pas, moi, fabrique des casquettes pour les employés du coin, et qui embauche 50 personnes, elle n'accomplit pas une mission spirituelle de punaise, faire vivre 50 personnes, quoi. Et d'avoir monté son petit truc. Où est-ce que c'est pas spirituel? Alors oui, mais dites pas. Il y a besoin de ça, quoi. Enfin, et je suis assez d'accord, quoi. Chacun a sa façon de vivre sa propre mission, en fait. Tu vois, moi, cette semaine-là, donc le moment où on enregistre, c'est à partir de jeudi, je crois, j'ai c'est un séminaire avec Tony Robbins en ligne. Tony Robbins, c'est quelqu'un qui me fascine depuis des années et dont j'apprécie beaucoup le travail. Il y a des points où je ne suis pas d'accord avec lui et il y en a d'autres où je suis là genre Tony Robbins, c'est pas forcément quelqu'un qui parle de spiritualité de façon générale. Il parle beaucoup de développement personnel, il parle de psychologie. Il y en a une petite partie, mais ouais, il y a une petite partie. C'est pas son noyau, on va dire. Et c'est pas son noyau. Et, euh, et je me dis que ce mec-là, si ça fonctionne aussi bien aujourd'hui, son métier, c'est qu'il a quand même dû aider énormément de gens à se concrétiser, à avancer. Et, et je trouve ça beau. Et en fait, c'est ça qui est... aujourd'hui, dans la spiritualité, on attend soit que ce soit impalpable, pour que ce soit... ou alors qu'il y ait une notion de sacrifice de soi incroyable. On ne peut pas prospérer en faisant prospérer les autres d'un point de vue spirituel. Ce qui est très drôle, c'est que ça vient de la Bible, ça d'ailleurs, cette idée que il faut vivre pauvrement et n'accepter rien du tout en fait de la vie pour pouvoir être un saint quelque part, être un saint, une sainte. Et en fait, il y a vraiment cette idée en sorcellerie que j'ai lue dans La Voie du paganisme, je crois, ou dans Prospérité de la sorcière.
C'est une sorcière qui n'est pas capable de répondre à ses propres besoins. Comment lui faire confiance pour qu'elle remplisse les nôtres, quoi. Je me suis dit, mais c'est exactement ça. Si moi, je suis pas capable de prendre soin de moi, comment je peux être capable de prendre soin des autres? Et tout donner aux autres, pour moi, c'est pas plus sain que de rien donner, en fait. Et là, pour le coup, c'est un débat philosophique. Ouais, non, mais je suis OK avec toi. Oui. Et je reviens sur cette idée de regard des autres parce que tu dis que toi, ça ne te pose pas de problème. Ou alors, si vraiment ça va poser de problème, tu passes ça un peu sous silence et c'est pas plus grave que ça. Mais c'est bizarre parce que juste avant, tu avais dit que le fait de t'amuser clairement avec la spiritualité en y mettant de la pop culture, en y mettant des trucs très imagés, en y mettant de l'étiquette ou des dragons, tu vois. Pourquoi ça te posait problème si l'image ne te pose pas de problème? Alors, je rappelle que moi, j'ai commencé à pratiquer il y a 7-8 ans. Donc, j'ai évolué aussi là-dessus. Au début, c'était très compliqué. Et alors que je partageais même pas au reste du monde ce que je faisais. Hein. Donc, j'avais cette idée, en étant toute seule dans ma pratique, qu'il y avait une espèce de jugement sidéral sur ce que je faisais, que s'il y avait un être supérieur qui me regardait en disant qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'elle aille manger du liquide vaisselle, tu vois. Je me suis dit, vraiment, il faut que je sois sérieuse, il faut que ce soit cadré, il faut que ce soit rigoureux. J'avais la pression que je vois, en fait, chez les élèves que j'accompagne aujourd'hui, cette pression de bien faire, de ne pas manquer de respect aussi. Et aujourd'hui... C'est fou ce que tu dis, enfin, ça me parle tellement, ce truc de... Tu as un regard extérieur qui n'existe pas. Clairement, personne ne te regarde. Et tu te soumets quand même à ce regard extérieur. Enfin, je le vois, moi, je l'ai pour des trucs très, très cons. Du style, quand je termine un bugeot, quand je recommence un autre bugeot, j'ai pas bien terminé l'autre bugeot. Il reste 15 pages. Et je suis en mode, oh mon Dieu, il reste 15 pages, tu vois. Et punaise, personne ne le sait. Si, maintenant, toi, tu le sais. Et mais tu vois, et on se... Alors, là, c'est pas très, très fort comme blocage, tu vois. Mais je comprends bien ce truc de ouais, je dois bien faire, j'ai pas le droit de regarder Suits en même temps ou un truc comme ça. Qu'est-ce que... Il y a ce blocage de... En fait, je sais plus où est-ce que j'ai lu ça. En gros, quand on a des émotions, on a un espèce de millefeuille d'émotions. Par exemple, on s'est trompé sur quelque chose. Donc, déjà, on a cette frustration de s'être trompé. Mais en plus, on a une couche supérieure qui nous juge à l'idée de s'être trompé. Et il y a en plus la culpabilité qui est au-dessus, parce qu'on sait que se juger parce qu'on a fait une erreur, c'est stupide. Et donc, on a la colère qui se met par-dessus, parce que c'est quand même débile de culpabiliser. Et en fait, cette espèce de millefeuille qu'on se met sur les épaules, ben, en fait, il a un poids, en fait. Et je le vois hein, pour mes élèves, de temps en temps, ils me disent « Oh là là, mais tu te rends compte, je sais pas faire ça correctement. » On n'est que toi et moi. Il n'y a pas de souci. Amuse-toi. Et c'est souvent ça qu'on oublie, c'est amuse-toi. Ce ne sera pas parfait. Et si tu savais le nombre de trucs où je me dis merci au moment où j'ai commencé à pratiquer, où j'ai rien montré au reste du monde en me disant si je l'avais montré, ça aurait été la cata complète parce qu'on m'aurait dit il faut pas faire comme ci, il faut pas faire comme ça. Travailler en secret, ça aide déjà parce qu'on a entre guillemets avoir droit au secret. Notre regard de jugement à soi, notre espèce de faux jugement sur nous, on n'a pas besoin de se rajouter celui des autres en plus, quoi. Ouais. Et donc, j'avais cette espèce de faux jugement, cette espèce de jugement divin que je me mettais toute seule, de pression sociale qui n'existait pas au départ. Et en fait, il y a un moment où je me suis dit, c'est quoi? Et à partir de ce moment-là, c'était bon. J'ai pas de problème à échanger avec les gens qui sont dans d'autres pratiques spirituelles que les miennes, que ce soit les arts noirs, la lithothérapie, la lithosophie ou autre. C'est pas des choses que je pratique particulièrement, mais c'est pareil, j'ai des gens dans mes contacts qui sont des personnes avec une pratique beaucoup plus traditionnelle que moi. On discute avec grand plaisir. On n'est pas d'accord sur tout parce qu'on n'a pas les mêmes fonctionnements, mais on est toujours intelligent dans nos échanges. Moi, ça m'apprend aussi beaucoup de choses. Et parfois, il y a des choses que je change dans ma pratique en disant « Bah ouais, ça fait 7 ans que je fais comme ça, mais en fait, peut-être que je me suis trompée. Et que si je teste ça... » Je crois que à partir du moment où on n'a plus peur de grandir, on n'a plus peur aussi de se tromper. Et donc, voilà. Ok.
Ouais, donc c'était pas tant la peur du regard des autres que c'était la peur de te tromper et un perfectionniste qu'on se met sur les épaules pour rien du tout. Et la clé que toi, tu trouves à ça, c'est effectivement d'être dans ta zone de jeu, quoi. C'est ça. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que tu vois, Trisclan, c'est une école qui a un côté ludique un petit peu. Parce que il y a cette espèce d'engrais, d'enthousiasme qui permet de pallier la terreur qu'on ressent parfois sur ces thématiques-là. Donc, on a cette envie d'y revenir malgré tout. Non, puis même, tu le dis, pour ton histoire de couple, là, par exemple, je trouve que ça illustre bien ça. Parce que à la fois, les personnes, elles vont recevoir une coupe et il y a un côté réellement gratifiant. Et en même temps, on voit bien que c'est qu'un jeu. Je veux dire, la coupe, elle va être en carton. Enfin, je veux dire, c'est que un grand Monopoly, tu vois, c'est rigolo. Et du coup, ça dédramatise aussi le truc. La personne qui n'a pas gagné la coupe, c'est pas trop grave, quoi. Et donc, c'est assez sympa d'être à la fois quand même dans la zone de gratification et en même temps dans le truc un peu décomplexé parce que bon, c'est bon, quoi. Ouais, c'est super sympa de voir ça comme ça. Ok. Moi, j'ai plus de questions. Est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose en plus? Oh, tu m'as pas déjà Tu t'auto-censures. T'as fait une heure, c'est pour ça. Non, moi je voudrais déjà te remercier encore une fois pour ton invitation. Et je suis toujours émerveillée justement de voir qu'on peut avoir de la solidarité dans nos domaines, qu'on peut échanger les uns et les autres. Et je suis très contente de t'avoir dans cette, on va dire, dans cette énergie-là aussi, avec moi, avec d'autres gens aussi. Je sais que parfois sur les réseaux sociaux, ça peut être un peu chacun pour soi et ça se mord aussi beaucoup. Et le contexte actuel aussi fait qu'on est plus à vif les uns les autres. Et donc, j'aimerais rappeler que la compassion et les valeurs que l'on considère la plupart du temps comme spirituelles, que beaucoup revendiquent, c'est important aussi de les cultiver au quotidien et donc d'être... soit de savoir aussi se retirer des réseaux sociaux, parfois pour prendre du temps, pour se reconnecter à soi, ou de voir la partie de soi qui est blessée aussi dans l'autre, contre qui on est en colère ou avec qui on n'est pas d'accord. Voilà. Merci pour ce goût des petits bisous. C'était très, très joli. Juste, où est-ce que les gens peuvent te contacter? Je mets en dessous de la vidéo, je vais mettre ton lien Instagram? Oui, mon lien Instagram. Tu peux mettre aussi mon Podia, lisbethnemandi.podia.com, en gros, où vous allez avoir le lien du club de lecture et toute la présentation de l'école. Ça va être mon Podia sur lequel on va la plus d'informations. Je vais mettre comment on te retrouve juste en dessous. Et puis, je vais arrêter l'enregistrement. Et tu restes avec moi juste 5 minutes parce que j'ai des questions pour toi. Bouge pas. Au revoir. Merci beaucoup. Salut. Salut.